Salut à tous, suite de cette série NBA saison 2019-2020 avec un jeu NBA 2K19 qui est un petit peu on va dire customisé, voilà, avec, vous savez, vous êtes au courant, j'ai essayé de mettre un petit peu à jour le maximum de choses avec toujours cette petite limite que représentent les classes de draft puisque on peut en trouver de bonnes mais on peut pas en trouver de parfaites. Pour ça il faudra attendre NBA 2K20. Allez, on commence avec les Sacramento Kings, qui sont une des deux équipes vedettes de cette série, opposées aux aux Spurs, n'importe quoi, opposées aux Spurs. Allez, on essaie de dérouler, on essaye de re-explorer des systèmes dont je vous ai déjà parlé il y a super longtemps. Celui-ci, il est rigolo, parce qu'en fait, vous avez moyen d'envoyer du alley-oop depuis l'aile, en fait. Voilà, et là, avec l'ami Deadman, ça a fonctionné. Il faut dire que le passeur est correct, plus que correct, Fox. Et c'est vrai en ce début de match, c'est la foire d'empoigne. Ça se bat dans tous les sens. Regardez, ça intercepte, ça re-intercepte. Et puis, ça vient même, regardez, bla, pousser en touche, etc. C'est la guerre. C'est la guerre. J'adore cette intensité. C'est exactement ce que je veux dans mes équipes. Je trouve que les Kings, ils ont vraiment le terrain pour avoir, bah oui, voilà, une qualité athlétique quand même globale, hein, mis à part deux ou trois joueurs qui l'ont un petit peu moins, mais une certaine qualité qui fait que les mecs sont assez agréables à jouer. On a par exemple, oui, on pourrait dire un Bogdanovic qui est peut-être un petit peu moins athlétique que d'autres, hein, évidemment. Un Regal qui prend ce rebond, c'est important. On a aussi Bjelica. Bjelica qui, lui aussi, à des moments, subit un petit peu. C'est assez insupportable. Mais bon, ça fait partie. Un Rudiger qui se faufile dans la défense. Décidément, on n'est pas réellement en domination dans ce match-là. C'est même plutôt tendu. Alors je suis obligé d'utiliser mes vieilles ficelles avec les petits systèmes là où on crée un mismatch. Regardez, hop, on a le petit mismatch pour le 4, pour le poste 4, Bagley qui vient conclure proche. Allez, Buddy Hield qui trouve enfin de l'adresse après un passage assez calamiteux. Oh, qu'est-ce qu'il est bon, Keldon Johnson. Qu'est-ce qu'il est efficace. Il a été encore très très fort dans ce match-là. Et puis, là, il y a l'action qui énerve. Il y a écrit Saint-Lazare. C'est mes yeux ou quoi? Je crois que ça doit être vos yeux. Ah ouais, c'est mes yeux, ouais. Et ouais, parce qu'en fait, c'est super relou. Je joue plutôt pas trop mal le coup en défense, là, avec Deadman, tout en naviguant entre un Johnson et un Poltel, parce qu'on sait toujours que les mecs peuvent switcher après, et il prend un backdoor, mais de l'espace avec un Bjelica juste énervant. Allez, c'est un match serré, c'est plutôt un match intéressant. Deadman sur pick and pop. Alors par contre, il faut venir m'expliquer comment est-ce que LaMarcus Aldridge a trouvé une régularité à 3 points. Là, il y a dû se passer des choses pendant l'été. On m'a pas tout expliqué. Bon bref, pick and roll. Et puis nos Spurs en face là, ils sont bien chauds. Ils sont bien chauds. Un DeRozan aussi qui est soit à la passe, soit au scoring, plutôt redoutable. Alors que là, je réutilise mon système qui crée de la mismatch. Là. 4 sur meneur. Poste 4 sur meneur, ça fait la diff. Bon, on a vraiment besoin d'un panier. Et ouais, ça continue. Ça continue. Rudiger qui vient très près. Allez, Buddy Hield. Ah là là là, le mec nous tue. En plus, faute de Bagley qui du coup met les Spurs dans le bonus. Je peux même pas faire de faute gratuite. C'est tendu. Allez, il faut à tout prix trouver le moyen d'égaliser. Barnes, montre-nous un petit peu ce que t'as dans le short, mon grand. Allez. Bam! Voilà. Ça, c'est aussi ce qu'on attend de Harrison Barnes. C'est ce type de séquence. Allez. Espérons qu'on va pas tout de suite tout gâcher en encaissant un panier immédiat. Fade away de DeRozan. Ok, il suffisait de le dire. Pour le subir. Bon. On s'énerve pas, surtout. On continue à exécuter. De toute façon, il y a bien un moment donné où, à force de rater Buddy Hield, il va finir par en mettre, quand même. Sinon, c'est à désespérer de tout. De son côté, LaMarcus Aldridge nous martyrise. Et du coup, je me dis, écoute, tu continues avec Bagley. Tu vas nous assassiner tout ça. Hein, faut arrêter un petit peu les histoires. Et donc, ballon de la gagne pour les Spurs. Nous n'avons, entre guillemets, qu'à défendre.
Voilà, encore faut-il le faire. Balle à DeRozan. J'essaie de prendre légèrement à 2. Ah, allez, c'était quand même une jolie contest de Harrison Barnes. Il a bien fait le boulot, Barnes, sur cette fin de match. Avec un Bagley monstrueux, un Fox plutôt à la passe, un Hield en irrégularité. Mais ça reste quand même assez intéressant, toujours, cette équipe des Kings. Petit focus donc sur les Pacers, comme on l'avait indiqué, comme on l'avait annoncé. Alors, c'est une équipe qui est extrêmement intéressante parce qu'en fait, il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de choses à décider, il faut faire des choix soi-même. On joue un petit peu à l'apprenti sorcier, hein, c'est ce que je vais faire, vous allez voir, je détiens aucune vérité. Tout simplement, on a Miles Turner qui doit être dans le 5 et on a Domantas Sabonis qui a très 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 clairement indiqué qu'il voulait être titulaire en cette année 2019-2020. Alors, que penser? Ben, comme il est en fin de contrat rookie et qu'il va y avoir une re-signature, même si les Pacers ont la possibilité de s'aligner sur une offre éventuellement acceptée par Domantas Sabonis ailleurs, mais il y a quand même toujours dans ces cas-là de la communication, de l'entente, donc je ne veux pas fâcher Domantas Sabonis. Je le mets donc d'emblée titulaire au poste 4, avec un Goga Bitadze qui prend des minutes aussi au poste 5, du coup, majorité de son temps pour l'ami Sabonis au poste 4. Ça a une conséquence, c'est que, de ce fait, TJ Warren, il est essentiellement sur le poste 3. On va en reparler un petit peu après. Bon, ça, c'est donc la base pour moi. Vous allez voir qu'après, ça a évolué. Hein. J'ai réfléchi, d'ailleurs, je réfléchis encore, parce qu'en fait, avec ces Pacers, qui est une équipe que j'adore, c'est vraiment, si je devais te dire, c'est une de mes top 5 franchises en NBA, tellement j'aime l'identité, en fait, de cette équipe-là. J'aime son identité, j'aime le côté, justement, aucune hype. Je trouve que ça travaille sérieusement. Le coach Macmillan a été vraiment vraiment remarquable et, j'ai vraiment envie de réussir quelque chose de propre avec. Et vous allez voir que j'ai un mal de chien. Alors c'est vrai que quand on regarde les shooting charts l'an dernier de Turner et Sabonis, ça se marche sur les pieds. Mais en fait non. C'est-à-dire qu'en fait Sabonis était très 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 souvent aligné sans Miles Turner. Il était au poste 5 en remplacement de Miles Turner. Donc c'est normal à la limite que dans un système cohérent, ils aient plus ou moins les mêmes zones occupant le même poste. Sauf que là, jouer ensemble, ça va devoir demander de l'adaptation. Alors c'est vrai que du côté des Pacers, on n'est pas trop inquiet parce que IRL, c'est une équipe qui est super intelligente, quoi qu'il en soit. Et donc, par la même, adaptation, c'est quelque chose qui paraît toujours faisable en fait. Mais, comme je vous l'écris en bas, pour moi, il y a un truc dont on ne départira pas, c'est que Thaddeus Young n'a pas été remplacé, mais loin s'en faut. Loin s'en faut. Pourquoi? Parce qu'en fait, Thaddeus Young, c'est quelqu'un qui a porté, notamment avec son expérience, avec ses qualités athlétiques, avec son QI défensif, son QI basket tout court, le mec a porté, notamment dans un secteur qui va nous faire cruellement défaut, en tout cas j'en ai bien peur, c'est la défense. Voilà. Donc, que les Pacers se sentent orphelins de l'ami Thaddeus Young serait quelque chose que je concevrais, mais 1000 fois, en fait. Moi, quand j'ai vu que Thad Young partait aux Chicago Bulls et qu'il n'était pas remplacé en fait par quelqu'un du même profil, j'ai pas compris. De la même manière, l'absorption du contrat de TJ Warren dont les Suns ont voulu se débarrasser, c'est clair qu'on peut voir TJ Warren comme un très joli talent offensif, hein, mais le problème, c'est que un talent offensif mais qui est un plot en défense, il y avait déjà Doug McDermott. Et on peut aussi d'ailleurs dire que Domantas Sabonis n'est pas celui qui, en termes de protection de cercle, au rebond il est fort, hein, mais en termes de protection du cercle, c'est pas celui qui apporte les plus grandes garanties.
dans une équipe. Du coup, j'ai été assez, comment vous dire, troublé par l'équilibre en fait de l'équipe. Même si j'ai déjà voilà, mis en place une rotation, je vous l'ai montré juste avant. Moi, à Touquet, je panique assez facilement dès lors que j'ai une équipe qui est pas en place défensivement. En fait. Voilà. Et le fait d'avoir comme ça, oh là, dommage parce qu'on était en train de revenir en fait dans ce match. Enfin, c'est des bons Grizzlies. Hein. Je vous parlais des Grizzlies juste après. On n'a pas trop de chance aussi sur les ballons qui traînent. Ça va être un match perdu. C'est un peu horrible. Donc défensivement en fait, je suis insécurisé par cette équipe telle qu'elle est constituée. On sait qu'ils ont rajouté Jakar Sampson il y a pas longtemps, mais Jakar Sampson, il faut qu'il prouve énormément de choses. C'est pas sûr qu'il joue beaucoup en NBA. C'est un profil plutôt athlétique défensif, mais honnêtement, donc ce départ de Thad Young, il fait super mal. Après, défensivement surtout, pour Jeremy Lamb, ça va. Moi, je suis pas choqué outre mesure parce qu'en fait, Bojan Bogdanovic, c'est un immense talent, hein, en fait. Hein, mais le fait que Lamb vienne numériquement remplacer Bogdanovic, ça me fait moins mal pour les Pacers parce que je me dis au fond, Lamb c'est un joueur qui est vraiment capable de très très belles choses, notamment offensivement. Et au final, dans un système intelligent comme celui des Pacers, qui est vraiment normalement très très bien organisé défensivement notamment, hein, pas que hein, aussi, mais bah, on peut penser que quelqu'un comme Lem puisse peut-être trouver, on va dire, voilà, un système de jeu dans lequel il est relativement caché par séquence. Enfin, il va falloir cacher TJ Warren aussi, hein. Mais bon, ça fait beaucoup de monde à cacher au bout d'un moment, quand même, c'est un peu dommage. Mais voilà, donc c'est dur. Franchement, c'est dur pour moi dans le jeu. C'est super dur. Alors, je m'excuse encore une fois pour les gens qui adorent les Pacers. Dites-vous bien que c'est mon cas aussi. Et j'ai presque honte de, de proposer une Bérésina pareille. Regardez comme ça se régale au niveau des Bulls en face. Punaise. Le pick and pop avec Mark Cannon, il n'est pas défendu quoi. Il n'est pas défendu par les Pacers en version IA. Là, sur cette fin de match, j'ai pris moitié de match en tout cas, j'ai pris le contrôle des Bulls en fait. J'avais envie de voir un petit peu ce que cette équipe des Pacers pouvait opposer quand on jouait contre elle en fait. C'était ça un peu mon esprit. Et je me suis aperçu que c'était pire que du gruyère, quoi. C'était catastrophique. Donc bon, si c'est trop facile avec les Bulls contre les Pacers, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Du coup, j'ai tenté sur le match qui suit, qui est très délicat, hein, c'est contre les Sixers. Le match qui suit, j'ai tenté quelque chose. J'ai tenté carrément de faire sortir du banc Lamb et Warren. Ce qui n'est pas ce que je pense que les Pacers feront. Hein. Je sais très bien qu'a priori, Lamb, il va jouer titulaire tant que, tout du moins, tant que l'ami Oladipo n'est pas là. Hein. Mais voilà, j'ai voulu donner aussi plus de responsabilité à McConnell pour tenter le coup. Aaron Holiday, je considère que c'est quelqu'un qui aura du temps de jeu, c'est certain. Mon questionnement, il porte sur Edmond Sumner, qui est pas très très fort dans le jeu. Là, il est à 70 ou 71, c'est vraiment pas terrible. Et puis je me suis dit, tiens, on va tenter aussi de donner plus de temps à Justin Holiday pour peut-être son côté 3&D, même si le côté D n'est pas non plus à se damner. Hein. Le mec n'est pas non plus Paul George. Hein. Donc, après, voilà, j'ai attaqué ce match donc, contre les Sixers, qui, je vous l'avais montré dans l'épisode précédent, par ma faute, ont 2 défaites pour 0 victoire. Décidément que les débuts sont laborieux pour chacune de ces 2 équipes. J'essaye en fait de trouver des systèmes, je restreins en fait le nombre de systèmes que j'utilise, en essayant, si possible, de choisir prioritairement des systèmes mieux adaptés, parce que j'ai déjà vu certains qui fonctionnaient pas par rapport à certains joueurs. Voilà. Donc on arrive à contester. Ça c'est déjà un bon point. En ce début de match, on est pas mal. Après, vous voyez, j'exécute. Là par exemple, un Fist 35 Quick 3 me paraît assez indiqué dès lors qu'il y a pose d'écran par Sabonis et de ce fait il y a Justin Holiday qui est libéré. Pareil, un Punch Loop 25 aussi pas mal parce qu'il y avait aussi plusieurs écrans posés
et notamment un dernier de Sabonis, là encore, bon poseur d'écran, hein, qui permettait de libérer le jeune Holiday. Là encore, on est sur une séquence où je sers au poste bas l'ami Sabonis. Là encore, c'est pareil, ça fonctionne. Début de match intéressant en fait, il y a des progrès. Après, ce qui va toujours pas, c'est certains replis défensifs. On a vu que sur le trailer de Embiid en tête de raquette en tête à 3 points, le mec est tout seul, quoi. C'est juste improbable. Ok. Donc, je remarque également un truc, manette en main, c'est que au moment des changements de joueurs, il y a souvent quelqu'un qui se retrouve seul. Et pour avoir joué avec pas mal d'équipes à ce jeu, je sais que c'est absolument pas systématique. Du tout, du tout. Ça veut juste dire que le niveau défensif de l'équipe est pas terrible. Voilà. Et puis, ce qui est aussi assez délicat face à ces Sixers, c'est qu'en fait, à peine on rate une action, on se prend une foudre au niveau de la contre-attaque. Alors là, c'est sûr qu'on a réussi à revenir, mais on se prend un peu la foudre avec un Ben Simmons aussi qui me fait des fade-away là à 5 mètres et tout. Enfin bon. Écoutez, je regarde souvent jouer Ben Simmons et ce qu'il fait là à la limite, pourquoi pas, même si je trouve que la forêt de défenseurs aurait pu quand même choper le rebond. Mais par contre, ce qu'il fait sur les fade-away comme ça, c'est juste abusé. Et voilà, on continue avec des transmissions mauvaises, des contre-attaques, des points faciles. Attention, il y a un trou qui est en train de se faire dans ce match. Et ça, c'est dramatique parce qu'on tenait bien la dragée haute jusque là à ces Sixers. C'est vraiment regrettable. On va appeler un écran ici de Bitadze. Et finalement, fin de prise d'écran pour la conclusion de Lamb. Je pense que j'ai intérêt à utiliser Jeremy Lamb et TJ Warren davantage en slasher que en shooter, en tout cas de manière systématique. Mais regardez encore une fois, ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi, mais pourquoi on me met Bitadze qui change comme ça? Le mec va à 2 à l'heure, en plus il est super mauvais là dans cette classe de draft. Bref, c'est moi je s'arracher les cheveux par moment, donc voilà, vous avez bien compris que j'ai fait ce que j'ai pu, mais regardez, même les shoots ouverts sont ratés par quelqu'un qui est pourtant un bon shooter, par McDermott. Alors certes, il a fait un bon match, Justin Holiday, il a été pas mauvais, mais bon, c'est vraiment regrettable. Je m'excuse au niveau des numéros de maillot, ça va être corrigé. On sait qu'en fait Brogdon aura le numéro 7 et non pas le 13. Il y a comme ça des choses qu'il faut que je modifie encore au niveau des numéros, comme le Tobias Harris numéro 12 et non pas numéro 33. On a vu qu'il avait changé de numéro. Il va falloir définir aussi le rôle qu'auront certains. Donc on pense notamment à TJ Leaf, à Alize Johnson, à Jakar Sampson, bout du banc ou finalement des minutes, devant une telle difficulté, je me décide à donner une quinzaine de minutes à TJ Leaf pour voir, parce que de toute façon ça peut pas être pire qu'en ce moment, et puis vous inquiétez pas, je finirai bien par trouver la solution pour, euh, pour faire performer cette équipe des Pacers, encore une fois, mais pour le moment, il faut bien avouer que c'est super difficile. En plus, le match d'après, c'est contre OKC, donc OK cheat avec Paul George, Gallinari et tout, alors qu'en fait, ça va être une saison pourrie pour OKC. Je sens encore venir le moment de prise de tête et de pétage de plomb, manette en main. C'est pas facile. Alors justement, on avait parlé des Grizzlies là, qui avaient commencé un peu à creuser la tombe des Pacers en ce début d'année. Petit mot sur les Grizzlies également. C'est une équipe qui est, à mon avis, passionnante et qui sera très intéressante à prendre sur le prochain jeu. Surtout K20, ça va être très intéressant parce que rien que quand vous considérez Jam Morant, Josh Jackson, Jr., Jackson Jr., Brandon Clark, avec même un Ivan Rabb qui est pas ridicule. Et puis après, il y a des vétérans du type Iguodala, s'il est encore là. Valenciunas, est-ce qu'on peut considérer ça comme un vétéran? Pas réellement, il est pas si vieux, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine expérience en NBA. Il a re-signé 3 ans, c'est intéressant, hein, ce qui prouve qu'il est intéressé pas seulement par l'argent, parce que finalement il aurait pu avoir probablement cet argent-là ailleurs. Donc une rotation, vous voyez que sur laquelle je privilégie les mecs que je vous ai cités, bien sûr. L'idée c'est de se faire plaisir
avec les jeunes notamment. Vous avez vu, pour une histoire de rigueur défensive et pour éviter des prises de tête du style de celle que je vis avec les Indiana Pacers, mais ça ira mieux, c'est Josh Jackson qui occupe le poste 2. Je sais que Jackson n'est pas un poste 2. Néanmoins, à l'université, il jouait 2 ou 3. Donc quand même, il n'a pas non plus zéro fiabilité sur ce poste-là. C'est vrai qu'en NBA, des fois, quand il est en small ball, surtout du côté des Phoenix Suns, ça jouait 3-4, hein, clairement. Mais moi, je suis certain que ce type-là, il a tout athlétiquement, il a tout au niveau du handle, il a tout ce qu'il faut pour jouer poste 2. Peut-être la seule chose qui pourrait manquer, c'est l'adresse externe, mais de ce côté-là, ça peut s'équilibrer avec à des moments les entrées de Marshall Brooks, le shoot externe de Jay Crowder, le shoot de Ja Morant qui a l'air d'être quelqu'un qui va croquer pas mal, hein, faut quand même le dire à l'avance, ça va croquer Ja Morant, c'est pas le prototype du meneur exclusivement passeur, loin s'en faut. Après j'ai attribué 2-3 petits mentorats parce que je trouve ça génial, hein, cette nouveauté de ce NBA 2K là, de cette année. Ce mentorat, c'était vraiment génial. On espère qu'ils ont pensé à autre chose à rajouter encore dans le prochain, hein. Ce sera un petit peu la surprise du chef jusqu'au dernier moment. Parce que y a moyen de rajouter des trucs, en fait. Il y a toujours moyen de rajouter des trucs qui renforcent. Moi, j'ai pensé à un truc. J'ai pensé à, au final, trouver un moyen pour que le jeu prenne en compte le fait que les superstars, voire même les stars de cette ligue, en fait, décident un petit peu elles-mêmes, à l'image de ce qu'on a vu les dernières semaines, les derniers mois, décident un petit peu elles-mêmes de où elles veulent jouer et de avec qui elles veulent jouer. Donc ce serait amusant que, par exemple, si vous êtes, c'est de prendre un exemple, un tantinet plausible, tiens voilà, vous êtes du côté de Dallas, et par exemple, il y a Porzingis et Doncic qui viennent vous voir, vous êtes en MyGM par exemple, viennent vous voir et vous disent, écoute boss, nous, on veut que tu nous trouves tu nous recrutes un mec, un tel mec, voilà. On veut que tu nous prennes ce type-là, on veut que tu nous prennes X ou Y, et puis après, boulot de GM qui serait essayer de tout faire, tout son possible pour, sous une certaine deadline, arriver à ramener ce type-là, quitte à sacrifier des pièces, etc. Enfin, comme on l'a vu dans la réalité. Je trouve que ce serait un paramètre qui pourrait être vachement sympa s'il y avait cet ajout-là. Alors, le match, vous avez vu, il n'est pas anodin, il est contre le Magic. J'ai gardé la manette avec le Magic par rapport à l'épisode 1 où je vous avais montré Magic qui avait été battre les Celtics, les Boston Celtics. C'est le deuxième match seulement dans la saison du Magic, après donc cette victoire des Celtics. Et je me suis décidé à essayer d'utiliser un petit peu plus Niko Vucevic. Je trouve encore une fois que cette équipe est incroyablement redoutable parce que dès que vous donnez du temps à Isaac et à Bamba, Isaac il est en feu dans ce match-là. Il a été présent offensivement, défensivement, c'est une folie. Hein. Et puis regardez, cette petite séquence, elle est amusante puisqu'elle va limite mettre un terme au match. Petit écran de Bamba et shoot de DJ Augustine. On était encore à ce moment-là avec notre 5 entre guillemets mineurs en début de quatrième, et puis après il y a le 5 majeur là, vous percevez Fultz, Gordon, etc. qui rentrent, mais Evan Fournier aussi là-haut. Incroyable. Je suis content parce que avec les Pacers, j'avais fait de la merde contre ces Grizzlies, et là avec le Magic, je gagne presque facilement, ce qui prouve bien qu'il y a quand même une part aussi qui est liée aux valeurs en fait d'Antouquet à ce moment-là du jeu, des joueurs des Pacers. Ça me rassure un peu. Alors ensuite, petit tour du côté des Portland Trail Blazers. J'ai demandé, je le fais avec joie, avec grande joie, pour terminer cet épisode, parler des Blazers qui, en plus, fait intéressant, sont opposés aux Lakers. Là, on est au début de l'année, évidemment, avec donc une rotation des Blazers qui doit se faire sans Nurkic, puisque Nurkic est indisponible pour encore un certain temps.
Du coup, il y a quand même la question du... Plus tard, il y aura la question de qui va jouer le plus entre Whiteside et Nurkic. Mais ça, ce sera plus tard. Pour le moment, il n'y a pas le choix. On a Whiteside en 5. Et puis après, moi, j'ai choisi plutôt du small ball autour. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais ce qui est certain, c'est que avec Zach Collins d'une part et Skal Labissière, on est assez pauvre au niveau de la raquette. Donc Anthony Tolliver, ok, pourquoi pas, mais qui dit pauvreté dit plutôt nécessité de donner, par exemple, du Bazemore au poste 3 au lieu du poste 2. De toute façon, il y a McCollum. Hein. Bazemore, il va jouer 3 dans cette équipe. Hein. Mais aussi donner un petit peu de temps à Nasir Little au poste 4. Ça, c'est vachement intéressant. Parce que Nasir Little, voilà, j'en ai déjà parlé, ce choix 25 de la dernière draft, super. Enfin, moi, je suis super hypé par ce type. Je suis sûr que ce sera un style, en fait. Je parierais cher là-dessus. Je crois dur comme fer au style des Blazers sur ce coup-là. Et donc, voilà, histoire de voir. De toute façon, c'est en donnant aussi du temps de jeu parfois que vous faites progresser vos types un peu plus rapidement. Donc, allez, on va poser un petit écran là, histoire de pouvoir se régaler. C'est vrai qu'avec le duo Lillard-McCollum, Non, pas là. il y a... Tu sais que tu me sidères, Jean-Claude. Ça fait 2 jours que t'es là, t'es déjà sur un coup. Ouais, alors là, bonjour la défense, parce que j'ai flotté. J'ai flotté au niveau de Zach Collins, voilà, hein, comme vous pouvez le voir, et parce qu'il y avait la menace de la pénétration de Rondo. Et derrière, je me fais sanctionner par Avery Bradley. Donc ça permet transition en direction des Lakers, où sincèrement, je pense qu'il va y avoir nécessairement une grosse différence entre le jeu et ce qu'on verra en NBA. Parce que l'association où vous mettez LeBron James au poste 1, où vous mettez également Anthony Davis à côté de DeMarcus Cousins en poste 4 et 5, avec du coup un Kuzma que vous allez décaler au poste 3, nécessairement. Ça fait mine de rien une équipe de très grande taille. Et cette taille, il va être difficile de la compenser face à ce 5-là. Ça va être très difficile de s'adapter pour pas mal d'équipes, parce que Cousins, Davis dans la raquette, c'est quand même dévastateur. Pour peu que les mecs s'écartent pas trop et acceptent quand même de jouer le jeu, de rester dans ce qui est leur force vu leur gabarit et de sanctionner les mismatchs, ça peut vraiment être terrible, surtout que vous avez LeBron James quand même, Kyle Kuzma. Il semblerait quand même que les Lakers soient mieux partis cette année que l'année précédente pour faire quelque chose de significatif. Donc intéressante, dure à jouer, c'est là où je voulais en venir. J'ai l'impression, regardez, il y a tout le temps des mismatchs. Je suis obligé de faire des fautes à des moments, je suis obligé sinon de venir doubler. Moi je suis en config small ball, c'était un choix, hein. Je me suis dit, tant pis, ça donne ce que ça donne, mais tu joues un petit peu small ball. Très compliqué, surtout que là-bas en face il y a une adresse genre exceptionnelle, 55% au global, 62% à 3 points, il n'y a que du rouge sur la shooting chart. Bon, ok, il faut accepter, c'est comme ça, mais c'était une première expérience avec les Blazers, on reparlera d'eux ces jours. Et puis donc du côté des Lakers, hein, je vous disais vraiment, ça va être intéressant à jouer ça sur un NBA 2K. Je parle de jouer contre eux, bien sûr. On peut jouer aussi avec, hein, ça doit être assez kiffant, mais je pense à jouer contre les Lakers, ça va être à chaque fois un vrai défi. Avec, hein, comme je vous le disais, quand vous avez plus des Marcus Cousins sur le terrain, parce que Anthony Davis, il a dit qu'il voulait jouer en 4. Ben, vous avez Javel McGee, hein, qui est quand même pas la moitié d'un joueur très correct, quoi. Hein. Il est vraiment correct. Et puis surtout, dans l'intensité, hein, si vous le faites jouer 15-18 minutes, McGee, il va vous apporter. Hein, alors à 30-33 minutes, on peut penser qu'il s'essouffle un peu, ce qu'on a vu parfois l'année dernière. Mais bon, en tout cas, intérêt pour cette équipe des Lakers. Petite difficulté passagère, mais bon, la marche était peut-être un peu trop haute là, en début de saison avec les Blazers. Et puis du Kings, du Pacers, du Grizzlies qui continueront à être présents dans les épisodes qui suivront, à commencer par le 3 très prochainement. A plus, bye bye.